recording is on. Salut à tous, c'est Pony Channel, bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo où on parle méthode Sylva et business, comment vous pouvez utiliser tout ce travail de programmation, tout ce travail d'intuition dans votre quotidien dans le business. Là, c'est plus basé vente, vous verrez, on viendra sur, il y a un autre cours business, et puis là, on ouvre quand même sur plein de perspectives, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. On a fini la précédente vidéo sur la problématique du plaisir au boulot, où justement, je vous partager l'idée que ça serait peut-être bien de programmer pour que ceux qui ont vraiment des galères au boulot, que c'est pas agréable, ça leur plaît pas, de créer peut-être, de programmer pour que ça change, pour que vous ayez des opportunités, pour que ça soit mieux. Ellie voulait rajouter quelque chose sur ce sujet. Oui, justement, quand tu as parlé de cette idée qu'on peut travailler 8 à 10 jours par jour et à faire quelque chose qu'on n'aime pas, Ouais. Ça m'a rappelé quelque chose que José Silva disait, c'était dans son cours Ultra, quand il parlait du stress. Et il a nommé 3 grandes choses qui contribuent au stress. Et et ça m'a fait surprendre, c'était justement les gens qui s'efforcent à faire un travail qu'ils n'aiment pas. Donc, on peut se rendre malade, on est tellement stressé parce qu'on est toujours contre soi-même quand on fait ça. Donc, il faut changer de boulot, il faut apprendre à aimer le boulot que vous faites. Vous vous souvenez, on vous en avait parlé de ces 3 stress-là qui, en tout cas pour José, étaient des éléments de base. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'avais été éduqué, ma mère m'a beaucoup dit, le boulot, tu l'aimeras pas toujours. Par contre, le boulot sera pas toujours passionnant, mais pense à une chose, c'est à toi d'apprendre à aimer ton boulot. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que elle disait clairement, il y a des moments... elle m'avait dit au départ, mon boulot, il me plaisait pas plus que ça. Et puis je me suis dit, non, mais c'est à moi d'apprendre à voir qu'est-ce qui est stimulant, sympa, agréable. Donc en gros, elle s'est fait un auto-recadrage à ce moment-là, à se dire, attends, de toute façon, je le fais, je suis là, autant que j'y trouve quelque chose. Et en fait, en s'y intéressant de plus en plus et en commençant à apprécier différents aspects, elle s'est spécialisée sur certains aspects où elle a pris énormément de plaisir dans son boulot. Donc, moi, je suis beaucoup parti sur cette idée-là. C'est pas toujours le boulot qui s'adapte à nous parce que, pour plein de raisons, les opportunités, les études, plein de choses. Mais on peut très bien se mettre dans un état d'esprit et se programmer le matin à se dire aujourd'hui, je vais un peu plus aimer mon boulot ou trouver des leviers qui font que j'apprécie. Peut-être que c'est pas le boulot en tant que tel, mais l'ambiance qu'il y a. Peut-être que c'est les possibilités qu'il y a. Peut-être que c'est apprendre en parallèle quelque chose. Je sais pas. C'est à nous de trouver et dès lors se dire le matin, je vais pas perdre une journée, mais je vais au contraire apprendre ou évoluer ou transformer ou avancer dans ma journée et donc plus être esclave de quelque chose qui me prend la tête, mais commencer à développer quelque chose qui va m'apporter à court, moyen ou long terme des choses qui me sont positives. Je pense que c'est vraiment un recadrage qui est important à garder en tête. Et avec la programmation, avec les 3 doigts, avec tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, je pense que vous avez déjà des possibilités qui peuvent en tout cas modifier la perception et votre façon d'interagir au boulot. Alors, un des autres points qu'il a mis en avant, et je vous en parlais avec le téléphone, c'est la gestion de la peur. Et là, il utilise le miroir de l'esprit. Donc, j'ai trouvé ça hyper cohérent. La peur du client, la peur de la gestion, par exemple, on a un gros contrat, la peur du rejet, la peur de ne pas réussir à finir ton mois, la peur de ne pas avoir assez, parce que ça aussi, quand on a une entreprise et si on ne vend pas assez, on va avoir des dettes, ça devient compliqué, ou on va galérer à la fin du mois. Donc ces peurs-là, elles sont légitimes, elles ont le droit d'exister. Néanmoins, pareil, miroir bleu, vous y mettez toutes vos peurs, vos stress, vos malaises, vos mal-être, etc. À gauche, vous effacez, ça part à gauche, miroir blanc, et vous y mettez tout ce qui vous dit non, je vais finir mon mois, je vais avoir plus de personnes, je vais me faire connaître davantage, je vais avoir plus en plus de monde. Utilisation très simple du miroir de l'esprit. Alors, je pense que vraiment, d'un point de vue général, le miroir de l'esprit, c'est un des éléments qui est le plus facilement assimilé, j'ai l'impression, dans la méthode. Donc, je pense que beaucoup ont déjà diversifié, mais n'hésitez pas, pour tout ce qui est peur, qui est stress, qui est malaise, qui est mal-être, qui est peur d'un échec à un moment ou à un autre dans l'entreprise, de vraiment vous focaliser sur cette notion-là. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette notion de la gestion de la peur dans son business, dans son travail, dans ses ventes, etc. Non, c'est simplement qu'il y a toujours des techniques qu'on peut trouver pour ajuster ça. Et ça me rappelle aussi, tu sais, Burt Goldman,
était un vrai homme d'affaires, un super vendeur et en fait aussi un homme très spirituel. On l'a appelé le moine américain. Ouais. Il a étudié la méditation avec les grands maîtres, etc. Et justement, dans un de ses cours, il parle de comment il a enseigné à un jeune qui allait justement frapper à la porte pour vendre un petit produit, comment justement ne plus avoir peur du rejet. Parce que quand il a abandonné très rapidement parce que les gens disaient non. Et il pleurait dans la rue et tout ça. Et Bert lui a simplement recadré l'expérience pour qu'il comprenne qu'il faut avoir au moins 9 rejets pour avoir un oui. Donc, chaque fois qu'il avait un rejet, il disait encore plus proche à mes 10 pour avoir un oui. Et donc, il dit OK, merci, au revoir, et il court à la prochaine porte. Et j'ai trouvé ça une histoire formidable parce qu'il s'agissait bien sûr d'un jeune, mais les adultes aussi. On hésite, on a peur du rejet. Est-ce qu'on ne va pas m'aimer? Est-ce qu'on ne va pas me croire? Est-ce qu'on va me traiter comme méchant? Et effectivement, si on dit non, d'accord, OK. Donc, si je ne peux pas vous rendre service, je vais chercher quelqu'un d'autre à qui je peux. Et c'est tout. Cette notion-là, c'est un super recadrage. Je pense que la notion au niveau du rejet et tout ça, c'est parfois très compliqué pour beaucoup de personnes de se dire « Ah ouais, mais ça va pas être OK. » Mais moi, souvent, ce que j'expliquais à des personnes qui étaient mal à l'aise dans le rejet, je leur disais « Imagine, tu as fait un bon gâteau au chocolat ou à n'importe quoi, hein, où tu es vraiment bon dedans. Tu sais qu'il est bon ton gâteau. Et tu es en train de pleurer parce que tu proposes ta part à quelqu'un et la personne te refuse cette part-là. Mais c'est lui qui est dans le faux. Toi, tu sais que ton gâteau, 90% des gens, ils l'aiment. Si lui, il n'a pas envie de ton gâteau, mais que tu sais que ton gâteau, il est bon, bah tant pis. Tu te diras, ça sera à cette part, elle ira à quelqu'un d'autre qui, elle, prendra plaisir. Et je trouve que ça, c'est important à prendre en compte parce que ça redonne de la valeur aussi. Prendre de la valeur et considérer la valeur du travail que vous êtes en train de faire ou de ce que vous êtes en train de proposer ou du produit que vous êtes en train de partager ou vouloir vendre, c'est important parce que vous vous dites non, mais je sais que j'ai de la valeur dans ce que je fais, mon service, ou dans ce que je vends. Je sais que je vends bien le service de vente ou même le produit, je le trouve excellent. Donc, bah, si tu ne le veux pas toi, tant pis, quelqu'un d'autre le prendra parce que j'estime, et ça nous permet d'être dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé, à se dire non, mais tant pis, tu t'en veux pas, mais je sais que moi, ce que je vends ou ce que je propose, c'est bien. Donc, bah, t'en veux pas, je vais pas pleurer pour ça, il y a d'autres personnes qui pourront en profiter. Et c'est cette part de gâteau, moi je dis tout le temps, c'est une part de gâteau qui est super bonne, et bah tant pis si des gens sont en train de dire non, j'aime pas, ou lâche-moi avec ton gâteau, tant pis. C'est toi qui n'auras pas le goût de mon super gâteau dans la bouche, tant pis. C'est un peu l'idée. Bah justement, l'élément qui suit, c'est la peur du rejet. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Lui, il bosse sur comment être accepté avec les points de référence. Alors ça, j'ai trouvé ça chouette. Il disait, mais vous avez automatiquement eu des moments où vous n'avez pas été rejeté, donc où vous avez été accepté, où vos idées ont été acceptées, où vos actes ont été acceptés, où votre personnalité a été acceptée, que ce soit la famille, les amis, des moments, des rencontres, des instants, etc. Et il dit, bah voilà, vous reprenez les points de référence et vous en avez. Donc, vous savez comment être acceptable. Et donc, comment ne pas être rejetable et rejeté en l'occurrence. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que souvent, on est en train de se dire gestion du rejet, mais là, il utilise des points de référence. Il dit, bah non, retourne surtout sur ce que tu connais. Pour les PNListes et les hypnos, hein, c'est retrouver les ressources dans lesquelles vous avez déjà été. Point de référence pour les hypnos, c'est les ressources. Mais j'ai trouvé ça hyper pertinent comme remarque. Parce que combien de personnes sont en train de dire mais non, c'est pas grave, rejeter, c'est pas toi, c'est l'aider le faire, etc., etc. Mais là, tu dis simplement, ok, mais là, tu as été rejeté. Peut-être que ton état d'esprit, ton état d'être, ta façon de te comporter, ta façon de parler, bah, tu n'étais pas dans le mood, l'état d'esprit, l'énergie de toi quand tu es accepté par tout le monde, que tout le monde t'apprécie, que tout le monde aime tes idées, etc. Et tu te rends compte, et là, la PNL est très forte là-dessus, c'est vraiment cette notion de switch d'état. Je change d'un état à un autre pour me dire, je suis celui qui a peur de me faire rejeter, à je suis la personne qui sait comment me faire accepter. Et donc, comment faire accepter mon produit, etc. etc. J'ai trouvé que cette notion sur le point de référence était très, très, très pertinent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Non, c'est clair, oui. Ouais. Hop. Ouais, alors là, c'était intéressant. Peur par rapport on va dire, au gros contrat.
Si quand tu as quelque chose d'hyper important, c'est le contrat de ton année ou le contrat le plus important que tu vas avoir. Et parfois, on a un peu peur on va faire la dernière rencontre où on va signer le deal et on a un petit peu peur. Alors ça fonctionne aussi avec les maisons. Hein. Ça fonctionne avec plein de choses. Le moment où on a peur d'aller signer ou le contrat, se dire ah mais peut-être qu'ils vont pas vouloir de moi au dernier moment. Cette espèce de peur de l'acte final. Mm-hmm. Parce que parfois nous-mêmes on n'est pas clair avec ça, hein, mais outre ça, il y a des moments où on se dit il peut se passer que en fait ils vont me rejeter, ou ils ont trouvé quelqu'un de meilleur, ou ils ont trouvé un meilleur acheteur, ou ils ont quoi. Il y a toujours plein de raisons. Et là, lui, il utilise tout simplement le miroir de l'esprit. J'ai trouvé ça basique, mais super. Là, on est dans les notions miroir de l'esprit, très très basique. Après, il passe sur les notions de motivation. Donc, il revient sur le fait d'être motivé pour vendre le produit, pour aller prospecter, pour aller partager, pour aller faire du porte-à-porte, du téléphone, etc., etc. Et il dit ça, c'est un des points qui parfois est compliqué. Se motiver soi, et un peu plus tard, il a aussi motivé les équipes. Il disait, c'est pas toujours simple quand tu as des équipes aussi de motiver les gens. Et il disait, ça, lui, il le programme. Et il le programme de la même façon. Donc, pour la motivation, il fait une programmation à niveau. Donc, il dit, je me mets en alpha et dès le matin, donc c'est dans ses routines du matin, je me programme pour être motivé et pour avoir des buts. Et là, par contre, il dit, pour être motivé, il faut que vous ayez des objectifs. Il faut que ce soit clair. Sinon, vous n'allez pas maintenir la motivation suffisamment pour que ça vous apporte quelque chose. Et il réutilise, et c'est pour ça qu'au départ, il disait, moi, ce que j'estime le plus important, c'est les points de référence. Il réutilise les références. Il dit, je reprends les jours où je suis hyper motivé, je reprends les points de référence où je me sens bien, où je suis à l'aise, où je vais au boulot et je sais que ça va bien se passer, ces jours où on a un bon feeling, etc. Qu'importe ce qui a pu se passer avant, qu'importe l'appel qu'on a fait avant où on s'est fait jeter en l'air, revenir sur ce rapport de motivation. Donc, on revient tout le temps sur ce rapport de référence. Après, il parle de création, mise en action. Donc, faire un travail comme un cas et voir ce qui manque. Ah oui, ça, j'ai trouvé. Alors, on reprend les cas. Là, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour la mise en action, il dit, en gros, tu fais un travail. Donc, admettons que tu as eu un entretien 1 ou un entretien X ou Y pour vendre ton produit. Que ça ne s'est pas bien passé ou que ça s'est bien passé, ça n'a pas d'importance. Mais il le prend comme un point de référence à un cas qui va pouvoir travailler dans le futur. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai fonctionné comme ça. Il ne se base pas sur la personne, il se base sur lui-même. Voilà, j'ai fait ça et quand j'ai fait ça a fonctionné, ou quand j'ai fait ça n'a pas marché. Et il va travailler ça comme un cas en regardant qu'est-ce qui a manqué quand j'ai loupé et qu'est-ce qui avait en plus quand j'ai réussi. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, à la place d'avoir un scan, de se dire qu'est-ce qui ne va pas, là, il va faire un scan un peu de son discours, de sa manière de parler, de son body language, etc. Et de se dire, OK, qu'est-ce qui manque? Et après, justement, l'intuition plus l'expérience, donc les références, va lui donner, ah mais oui, c'est vrai que ce jour-là, j'ai pas été comme ça, ou j'étais pas assez à l'écoute, ou j'étais trop rapide, ou j'étais trop ceci, cela. J'ai trouvé ça intéressant d'utiliser le cas pour se motiver, pour passer à l'action, pour corriger des actions ou pour réussir là où on n'a pas réussi précédemment. T'en penses quoi de tout ça? Ça me rappelle l'histoire d'Edison qui a essayé 1000 expériences avant de pouvoir produire l'ampoule électrique. Ouais. Et dans une interview, on lui a dit, mais comment vous avez pu continuer? C'est-à-dire, comment vous avez pu vous motiver après tellement d'échecs? Et lui a dit, non, j'ai jamais eu un seul échec. J'ai trouvé 1000 façons comment ne pas faire une ampoule électrique. C'est-à-dire, il a trouvé 1000 points de référence pour justement le poindre le mettre dans la bonne direction. N'est-ce pas? Ouais. C'est bien ça. C'est exactement ça. Prendre des points de référence et après, utiliser ça comme un cas sur le futur et te dire avec cette personne-là, qu'est-ce que je vais pouvoir, dans mes références actuelles, exploiter, utiliser pour qu'il y ait un bon deal ou pour que ça fonctionne ou pour que je me mette en action et que je sais que ça va fonctionner ou que j'ai confiance pour. En fait, c'est tout un écosystème qui se met en place. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et on reste sur des points essentiels, références et cas. Et c'est là où on se rend compte que les cas ne sont pas simplement pour que les gens aillent mieux. C'est aussi pour s'améliorer soi, pour trouver des options, pour mettre en projection. Et là, il n'en a pas du tout parlé, mais tu vois, moi,
en disant ça, je le mettrais dans le laboratoire. Tu vois, le laboratoire, c'est mon espace de test. Donc, je me dirais, tiens, avec madame ou monsieur X qui me reçoit demain, tiens, je vais être comme ça. Il se passe quoi? Retour négatif. OK. Si je change ça, il se passe quoi? Retour négatif. Si je fais ça, ça a l'air d'être mieux. Et dans mon labo, je m'amuserais à tester X fois pour voir quelle est l'option avec donc mon intuition, mes références, ma logique, ma connaissance, etc. Tout ce qui pourrait amener vers un succès ou une réussite, en tout cas optimiser au mieux la rencontre qu'on aura ultérieurement. Alors ça c'est un point, bah tu vois, il y a eu un élément qui a été intéressant, ils appellent ça établir un rapport instantané. Et je crois que la vidéo là ce coup-ci c'est José qui parle. Ouais, c'est un moment où c'est José qui parle et il te dit bon, alors tu peux utiliser la communication subjective et tu peux utiliser cette espèce de technique de l'aura. Il dit bah tu projettes un état psycho-émotionnel positif pour les gens et tu es en communication subjective. Alors, truc intéressant, oui, dans cette vidéo-là, il disait d'habitude en méthode Sylvain, on vous apprend à avoir les yeux fermés, mais à force d'utiliser la méthode, vous pourrez l'utiliser les yeux ouverts. Mettez-vous en alpha et communiquez avec la personne en face à face de façon également subjective pour avoir un rapport qui est, et on revient sur le rapport précédent, qui est être connecté à son émotion, être connecté à ses besoins, être connecté à la personne. Et la notion d'aura intervient à ce moment-là, être dans un état d'ouverture et de partage entier. Donc, si on le fait de manière beaucoup plus simple, c'est être dans un rapport où on est vraiment ouvert à l'autre, ouvert à tout ce qu'elle va pouvoir dire, et en même temps avec une intention, une idée de communiquer au mieux ce qu'on a besoin vers la personne, mais tout ça non pas en mode passif, mais réellement dans le monde objectif. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Tu as déjà entendu parler de cette notion-là de rapport instantané? Oui, tout à fait, mais pas avec ces mots-là. Mais en fait, José disait souvent qu'on peut zapper la personne, en fait, à ce moment-là. Mais il faut que l'autre personne soit réceptive, que leur aura soit ouvert. Donc, est-ce que dans le vidéo que tu as là, on a parlé de comment ouvrir l'aura de l'autre personne? Ça, c'est Juan qui en parle dans justement son... c'est Juan, d'accord. Ouais. Okay, parce que José, en fait, utilisait des techniques d'hypnose pour ouvrir l'aura ou pour ouvrir l'esprit, le subconscient, si tu veux. Donc, il faisait ou surprise ou confusion ou toutes les choses, justement, pattern interrupt, interruption pattern, quoi. Et au moment où la personne était un peu quoi, il les a zappés. C'est-à-dire, mentalement, il a proposé la nouvelle idée. Donc, même si la personne n'était pas officiellement en hypnose, il a transféré une suggestion mentalement, subjectivement, pendant ce moment de surprise ou confusion. Exact. Et j'ai vu Michael faire ça de façon extraordinaire. Ah ouais? Oui. Plusieurs fois, je me rappelle un moment où on devait prendre un avion et la dame insistait, non, il n'y a plus de place. Alors, Michael n'a pas accepté non, il continuait à lui parler et tout d'un coup, on voyait ses yeux font comme ça. Ah, mais en effet, je peux vous trouver 2 places ici. Mais totalement changé. C'était non. Quoi? Ah oui, peut-être oui. Et j'ai dit, comment tu as fait ça? Et il dit, mais je lui ai parlé justement en franglais. Tu sais comment Michael parlait? Il faisait ça exprès parce que ça mettait les gens en confusion complète. Est-ce qu'il parle anglais ou français? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment de confusion complète, en hypnose, c'est à ce moment-là qu'on peut donner une suggestion. Mais c'est Sylvain, on peut aussi faire la communication subjective directe. On n'a pas besoin d'attendre la nuit quand on est en alpha, etc. Donc, on crée justement cette ouverture. C'est formidable. C'est hyper intéressant parce que, alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'hypnose, donc il y a différents modèles où on peut arriver. Souvent, classiquement, vous allez entendre que la première chose à faire, ça vient plutôt de la vision PNL de l'hypnose et donc d'une modélisation de Milton Erickson de l'hypnose indirecte, de dire, voilà, les éléments essentiels, c'est le mirroring, ce qu'on va appeler le rapport avec quelqu'un. Donc, ça cumule plusieurs éléments. Le mirroring, c'est-à-dire se synchroniser, se mettre
on va dire, au même rythme sémantique, au même rythme des gestes, au même rythme de tonalité, etc. Le pace, c'est-à-dire suivre son rythme pour que la personne puisse s'exprimer et prendre le lead à un moment donné où la personne, elle sent qu'on est dans la même énergie, le même, on va dire, le même échange. Et à partir de là, on peut mener et orienter davantage. Ça, c'est un élément hyper classique qu'on retrouve énormément dans le monde de l'hypnose, de la PNL, etc. Maintenant, la notion du rapport et justement là, cet élément dont Lee est en train de faire échange, c'est que effectivement, il y a des moments là, les personnes ne sont pas prêtes ou ne sont pas ouvertes à un rapport qui passe sur un Mirror Pace Lead ou qui ça nous demanderait trop de temps. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnerait pas, c'est juste la personne parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle est dans son monde, parce que plein de choses. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des interruptions de pattern, c'est-à-dire le fait, pour faire très simple, l'effet de surprise va faire en sorte que le cerveau se pose des questions à se dire il se passe quoi. Et ça, on l'a tous eu. On entend un bruit, on ouvre les yeux et on se dit c'est quoi ce bruit, pourquoi ou quand, comment. Et là, si quelque chose ou quelqu'un nous donne une réponse verbale ou paraverbale, à ce moment-là, notre cerveau, il prend la première information qui vient. Pourquoi ? Parce que notre cerveau étant, entre guillemets, feignant, mais dans le sens économie d'énergie, il se dit, bah, si la première info, c'est cette explosion, c'est juste un pétard, ça remet dans un état d'homéostasie, donc d'équilibre, et dès lors, on est à l'aise pour continuer sa conversation sans se prendre la tête. Mais si, par exemple, je donne une information à ce moment-là et qui est c'est telle ou telle chose, ou tiens, tu pourrais faire ceci, ceci, cela, le cerveau va aussi prendre cette information, l'absorber rapidement, parce que c'est une réponse et elle a besoin, le cerveau n'aimant pas les bugs, a besoin d'une réponse le plus rapidement possible qui va lui donner une rationalisation. Et après, même si on a dit un peu n'importe quoi, le cerveau va rationaliser, c'est-à-dire qu'il va trouver que c'est cohérent ce qu'on a dit, même si ça n'a rien à voir. Et là, ce qui est intéressant, et Lee en parle, c'est que c'est fait, mais de façon paraverbale, non verbale même, on pourrait dire. C'est que c'est le même principe, l'interruption du pattern, mais à la place d'être dans une démarche de dire verbalement quelque chose, on peut interrompre le pattern, mais il y a un autre élément, et là, Lee l'a très bien expliqué, qui est un élément inductif, comme l'interruption de pattern, qui s'appelle la confusion-saturation. Et quand on confuse et sature, bah, le problème, c'est qu'on cherche une réponse, et si cette réponse, quelqu'un nous l'attend, notre cerveau, par économie d'énergie, va la prendre et va la faire sienne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion non verbale qui est proposée et qui est faite par justement le fait que nous, on soit en alpha, qu'on projette une idée, une intention, une énergie, qu'importe comment vous allez nommer ça. Et dans le livre, dans la biographie de José, il expliquait qu'il avait commencé à faire énormément ça quand il allait au Mexique, à l'hôpital, vis-à-vis des personnes qui étaient malades, et où il disait, bah, je leur parlais de tout et de n'importe quoi pendant 1 heure. Une fois que je les voyais complètement confusés, à ce moment-là, ils m'écoutaient plus ou moins. J'envoyais l'intention de guérison, de bien-être, de mieux-être, qu'importe comment ça va être expliqué, et les résultats étaient intéressants. Donc là, on en est vraiment sur cette idée-là. Et c'est intéressant là, ce que tu dis avec Michael, parce que effectivement, moi, il y a des années, quand j'ai rencontré Michael, je me dis, Michael, il est malin, il utilise son franglais pour, par moment, sortir de situation. Toi, je le voyais avec des personnes, il commençait à dire, ah oui, oui, je suis d'accord, oui, je t'ai, oh yes, I did that, attends, je reviens. Le gars, il était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et il se barrait. Et je le voyais sortir de situation en utilisant son franglais. Et c'était exactement ça. Il confusait, saturait. La personne était en attente. Et lui, d'un coup, il dit, ah oui, j'y vais. Et l'autre disait, ah ouais, d'accord, bah salut. Et ça passait tout seul, en fait. Mais il le faisait sur plein de situations. C'était assez intéressant. Donc, effectivement, la confusion-saturation ouvre cette perspective-là. Et avec cette notion d'envoyer une intention, alors après, comme on dit, que ce soit subconscient, aura, non-verbal, paraverbal, etc., qu'importe, c'est l'intention / la suggestion, verbale ou non-verbale, qui est proposée au subconscient de la personne à ce moment-là, parce qu'il y a une ouverture vers le subconscient. Ça te semble correct, mon explication ? C'est une superbe explication. Je suis contente qu'on l'a enregistrée. Effectivement, quand j'ai appris ça de José Silva, je ne connaissais rien d'hypnose. Et après, j'ai compris, donc c'est ça qu'il faisait, mais il faisait ça subjectivement. Il prenait des principes d'hypnose qui étaient objectifs, il a transféré en subjectif. Mais exactement. C'est le même principe. Ouais. Non, c'est super intéressant. Bah,
Ouais, là, on va pas tarder à arrêter. Il nous reste pas mal de trucs, donc on fera ça la prochaine fois. C'est pas grave. Mais là, tu t'arrêtes sur un point intéressant. Il y a beaucoup de choses en hypnose qui nous amènent à se rendre compte que la méthode est très liée à l'hypnose. Et c'est ce que je t'ai envoyé la dernière fois de Roy Hunter. Donc Roy Hunter, qui a eu comme professeur Charles Tebetz. Et il y a un bouquin là qui vient de sortir en français qui a été traduit par Brice Lemaire. Et j'ai envoyé à Lee une partie parce que j'ai trouvé que c'était tellement Silva, cette manière d'expliquer les choses, que j'ai trouvé ça génial. Alors attendez, je vous le retrouve. Et c'est lequel de ces livres? Ah oui, tu n'as pas reçu ma réponse. Tu sais que ton mail, il n'a pas reçu ma réponse parce que le mail m'est revenu. Je t'ai envoyé la réponse. Oh non. C'est pas grave, ça s'appelle l'art de la thérapie. Mais tu n'es pas le seul, ça arrive à plusieurs. Et c'est OK, il faut que je change d'où vient mon mail. Il y a des problèmes. Donc c'est lequel? C'est l'art de l'hypnose. L'art de l'hypnose. Ah, l'art d'hypnose. Oui, ouais. Non, oui. Et tu vois, en anglais, c'est Art of Hypnosis. Et alors, attends, parce que je te retrouve ça, parce que j'ai trouvé ça génial. Il est sympa. Je ne l'avais pas lu et il est hyper basique, hein, mais il est vraiment sympa. Pourquoi est-ce qu'il explique ça? Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça. Ah ouais, alors déjà, regarde ça. Ah, oui. Là, on est vraiment sur il appelle ça les 4 états de l'esprit, bêta, alpha, theta, delta. Et il t'explique bêta, état d'éveil, raisonnement logique, prise de décision. Alpha, état hypnotique. Intéressant, hein? Suggestibilité, apprentissage, créativité, imagination, méditation. Theta, état de rêve. Lui, il appelle ça état de rêve, donc état énergique. Conscience spirituelle rapportée, yogi et autres méditants. Delta, sommeil profond. Donc, tu vois, il reprend plein d'éléments qui sont amusants parce que là, on retrouve complètement dans la méthode. Où est-ce que c'est? Attends. Donc, ça ne doit pas être loin. Ouais, alors, un mois après la parution de mon livre sur l'auto-hypnose, un psychologue spécialisé dans l'étude des ondes cérébrales m'a informé que de récentes découvertes avaient indiqué que le cerveau produisait toujours des ondes alpha, même lorsque nous sommes dans un état de conscience totale de type bêta. Ondes alpha et bêta simultanément. Au début, cela m'a dérangé car je craignais d'avoir publié des données incorrectes. Peu après, on m'a expliqué que le subconscient restait généralement en alpha et à la vitesse de la marche, tandis que le conscient trottinait en bêta. Puis, lorsque nous entrons en hypnose ou en méditation, le conscient et le subconscient ralentissent en alpha ou vitesse de marche, ce qui améliore la communication entre ces deux parties de l'esprit. J'ai trouvé cette explication absolument géniale. Elle est sublime, cette explication. Oui. J'adore l'idée de l'esprit qui va trottiner et celui qui va marcher. Exactement. Et c'est ça, justement. Et on essaie de penser, justement, à un rythme de trottiner et on devrait ralentir pour marcher, pour penser. Parce que sinon, on est en train de courir partout. Ouais. Mais toi, j'ai trouvé. Je me demande qui c'était le psychologue qui a expliqué ça. C'est intéressant. Ouais, je sais pas, là, il ne le met pas en référence, tu vois. Mais, tout simplement un ami qui. Ouais, c'est un de ses potes. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé génial, et là, tu vas complètement retrouver quelque chose que tu connais. Il existe d'autres composantes essentielles, ou ce que j'appelle parfois les ingrédients de l'hypnose. Ils comprennent, outre la croyance, les ingrédients de l'imagination, de la conviction et de l'attente. Ça ne te rappelle pas quelque chose, ça? Donc, et ce qui est drôle, c'est que quand il définit, il dit imagination, croyance, attente et conviction. Il mélange les deux. Et il fait le mélange des ingrédients de l'hypnose, croyance plus imagination, plus conviction, plus attente, égale résultat. Ça ne rappelle pas les 3 doigts, ça? C'est dingue, hein? C'est amusant. À quel point. Et ça, en fait, donc ça, c'est Roy Hunter qui l'explique. Mais en fait, c'est ça vient de Charles Tebetz. Et Charles Tebetz était un petit peu plus jeune, je pense, que José, mais pas de beaucoup, parce que je crois qu'il est des années 20, il est né dans les années 20. Donc, tu vois, ils étaient vraiment contemporains en termes de travail. Charles Tebetz étant quasiment le maître fondateur de la thérapie des parties, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez génial et en plus ça allait pile poil avec cette notion où, comme je vous l'expliquais et comme il vous l'expliquait, la méthode Silva, c'est la petite fille de l'hypnose et
Papa Silva a dit, oh, on va enlever la parenté parce que moi, j'ai envie que ma méthode qu'elle n'existe pas elle-même, comme a pu le faire Freud, qui, lui, a été la fille de l'hypnose, et s'est dit, oh, c'est sympa l'hypnose, mais moi, j'ai ma discipline, c'est la psychanalyse, et ainsi de suite. Et c'est très, très bien. L'intérêt, c'est comprendre dès lors les liens qu'on peut faire, et pourquoi, quand parfois on dit, ah, bah, t'es en transe, bah, vous pouvez vous dire, ah, ok, c'est en alpha, ou quand quelqu'un vous parle d'auto-hypnose, se dire, ah, ok, mais c'est quand je vais en alpha, quand je parle avec mes guides, ou quand je parle avec telle ou telle chose, je suis bien. Okay, et c'est ça, c'est ce qui m'importe moi et que je trouve qui est important, parce que ça vous permet dès lors de vous ouvrir complètement à tous ces systèmes hypnotiques. Il n'y a pas toujours les mêmes sémantiques, mais il y a les mêmes façons de bosser, les mêmes logiques. Ouais. Les seules choses qui peuvent changer un petit peu, c'est cette espèce de paraverbal, encore que on sait que, notamment, comment il s'appelle, celui qui est au Texas et qui, tu sais, qui fait toute une induction en non-verbal. Oui, qui est policier auparavant. Exactement. Oui, oui. Je travaille avec lui. Il a une fabuleuse technique non-verbale. Ça me reviendra, c'est pas grave. Et lui, moi j'étais allé faire à la NGH un cours avec lui de 2 heures qui était son induction non-verbale. Et donc, on faisait une séance inductive et puis même de relaxation sans parler. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire par le paraverbal. La seule chose qui, pour l'instant, n'a pas encore de lien qu'on arrive à trouver avec l'hypnose, c'est ce qu'on vous disait avec Lee. Et pour l'instant, c'est un petit peu le côté question, c'est le travail à distance. Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore, moi, trouvé de lien entre les subconscients et tout ça, mais sinon, 99% du système Silva, on peut le comprendre avec une sémantique un peu différente, mais c'est bien sûr le système qu'a créé José, et donc c'est son bébé à lui, et c'est pas de l'hypnose X ou Y. D'ailleurs, les hypnoses, et là je dis les hypnoses, souvent on dit hypnose hellmanienne, ericksonienne, celle de Kalbanian, celle de telle ou telle personne, de Roy Hunter, etc. On donne des tendances. Donc là, on pourrait, pour les gens qui sont un peu en kikinant, ça serait l'hypnose Silva, quoi. Mais c'est la méthode. Ça, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. Donc, on continuera sur cet aspect business parce que je pense que c'est intéressant. Et comme ça, d'ici là, je regarderai l'autre cours business qu'il y a, qui s'appelle comment L'autre, alors là, celui-ci, c'était Silva Sales Power. Et l'autre que j'ai envie de faire et parler, Business ESP App. Donc, je pense que c'est à peu près, je vais retrouver quand même des vidéos qui sont assez proches. Mais comme ça me permettra d'avoir encore d'autres éléments. Et puis, toujours dans la même idée, vous montrer qu'on peut exploiter vraiment la méthode de plein de façons. Et c'est à vous d'ouvrir à mesure que vous prenez de l'expertise dans votre cheminement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je vous rappelle, il y a fin août en live, en réel, dans le dur. Essentiel. On va être dans les auras physiques. Exactement. Donc à Paris, il y a Ali qui nous donne cours au Campanile, pour ceux qui connaissent, au Kremlin Bicêtre, juste à côté de Paris 13. Ouais. Et il y a Paul qui va présenter une technique. Et je vais présenter une technique. Oui, il faut le dire quand même. Ouais, mais n'hésitons pas. Après une surprise, on va pas dire laquelle quand même. Ouais, mais peut-être après. On verra tout ça sur place. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, il y a du monde pour l'instant qui est inscrit. Oui, déjà, ça donc, et de plus en plus chaque jour. Donc, et plein de gens qui veulent répéter parce qu'ils ont fait uniquement en ligne, donc ils veulent nous rencontrer en chair et os. Et je vous rappelle, le samedi, on fait une réunion d'anciens. Donc, les anciens, bougez-vous. Venez nous voir. Comme ça, après, on ira boire un verre tous ensemble. Lee, elle ira se reposer si elle a envie de se reposer. Mais nous, comme ça, on pourra aller boire un verre après le. Ah oui, samedi, c'est le premier jour, oui. Ouais, c'est le premier jour. Ouais. Bon, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, alors je vous rappelle, 27, 28, 29, 30, c'est les dates. Et le 27, samedi 27, c'est là où on fait la réunion des anciens. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça va être cool. Deuxième chose, oui, je vous ai envoyé sur le groupe, je vous ai mis l'enquête pour la méthode. N'hésitez pas à la remplir le plus possible. Là, pour l'instant, j'ai quelques retours et c'est déjà cool. Je crois que, Lee, tu m'avais dit que tu allais l'envoyer aussi à un moment ou à un autre. Notre idée pour nous, je vous rappelle un petit peu cette idée de l'enquête, c'est
J'ai fait un ensemble de questions très simples. Vous pouvez répondre en moins de 3 minutes. Donc vraiment, si vous pouvez répondre, il nous faut un maximum de retours tout simplement parce que si on a beaucoup de retours, déjà on aura des stats qui sont intéressantes, qui seront OK francophones, mais qui seront intéressantes. Et après, l'idée, c'est si on a suffisamment de personnes et qu'on a des stats intéressantes, qu'on envoie l'idée à Sylvain International pour que peut-être il puisse demander à chaque pays de traduire et qu'on ait une stat globale pour avoir des retours qui ne datent pas de 1974. Quoi. C'est quand même un peu intéressant en 2022 de mettre à jour et de voir un petit peu les choses. J'ai déjà donc quelques résultats, donc c'est assez intéressant et ça donne déjà des idées. Mais pour l'instant, c'est pas assez nombreux. Il faut vraiment, n'hésitez pas, prenez ces 3 minutes-là, répondez. Nous, ça va vraiment nous arranger, ça va permettre de faire progresser. Et après, peut-être qu'on pourra, d'ici 1 an ou 2, avoir un truc plus global au niveau mondial. Et ça serait vraiment, vraiment chouette. Très chouette, oui. Et moi, je veux ajouter justement, n'aie pas peur qu'il faut écrire des réponses. C'est tous oui ou non, ou cocher la case. Donc, il y a plein d'informations que vous allez donner, mais vraiment, on faisait un toc, 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 toc comme ça. Oui. C'est pour ça j'ai volontairement fait des questions fermées, comme ça nous donnait en plus des stats assez intéressantes. Après, on fera des croisements et tout, mais dans un premier temps, et que ce soit facile pour vous. Vous écrivez rien. Hormis, je crois, votre mail au départ, vous n'écrivez rien du tout. Donc, c'est vraiment ça vous prend un peu de temps. Voilà, une petite chose à rajouter pour finir, Lee, ou t'as tout dit? J'ai 1 minute? Oh, t'as le temps que tu veux, t'inquiète pas. Okay. Donc, pour conclure, j'aimerais revenir à cette idée que les correspondances entre hypnose et la méthode Silva. Je l'ai peut-être déjà dit, mais en fait, je trouve que José a donné une très bonne métaphore. Il disait justement, toi, tu es une personne unique. Tu as certaines caractéristiques où tu ressembles ton père. Tu as certains où tu ressembles ta mère. Mais tu es ni ton papa, ni ta maman, tu es toi-même et tu es une personnalité unique. Il dit, la méthode Silva, c'est comme ça. On peut dire que le papa, c'est hypnose, la maman, c'est la méditation orientale, mais l'enfant, c'est la méthode Silva. C'est ça. J'ai trouvé ça une très bonne métaphore. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant de capter et ça donne aussi, pour certains, la notion d'aller voir aussi si vous avez fait de la méditation ou la curiosité de la méditation, de voir la différence entre la méditation dynamique de Silva et puis les méditations plus orientales ou diverses qui existent. Ça vous donnera aussi des points de référence et vous rendre compte de pas mal de choses et de comprendre peut-être aussi encore un peu plus le système. Voilà, donc, il y a une dernière petite chose que je voulais juste faire part, c'était au niveau, je crois que j'avais eu des petits messages, alors, Vic qui nous disait sur le podcast 31, voici une belle histoire de réussite. Je rêvais de passer 1 mois de vacances à Paris, mais je n'avais pas de logement et seulement un petit budget. J'ai alors fait une programmation avec le miroir de l'esprit en me disant ce serait bien si, et j'ai terminé par ça ou quelque chose de mieux. Je me suis ensuite visualisé 3 fois seulement dans mes rues préférées de Paris avec beaucoup d'émotions, puis fait part de mon rêve à X et est lâché prise avec une grande croyance positive. 2 semaines plus tard, X m'a proposé son logement vide pour 1 mois gratuitement. Donc, super retour. Là encore, Vic qui nous avait fait un petit retour. C'était sur le podcast 30. Mes conseillers me font beaucoup travailler et je trouve cet exercice excellent car très difficile. Le choix du conseiller masculin m'a clairement perturbé, mais je me suis forcé à respecter le masculin féminin. J'en ai essayé plusieurs sans réussir à entrer en communication avec. Dans ma psyché, je me sentais vraiment dans l'incapacité de lui donner une voix et ça me rendait profondément triste et en colère. Et puis, j'ai retenu lors d'un stage cette idée que le conseiller n'est pas forcément obligé de nous parler, mais qu'il peut aussi être une présence, une énergie dans notre laboratoire. Et j'ai accepté cette première étape plus simple pour moi. Depuis, je continue à apprivoiser ces mystérieux conseillers et observe avec curiosité les micro-changements qui s'opèrent au fil de nos rencontres. Ah, excellent. Voilà. Et ben voilà.
Voilà pour aujourd'hui. Si bien sûr, vous avez d'autres questions, vous nous les partagez. Et puis, de toute façon, j'ai encore plein d'idées en tête, mais on en parlera aussi en live quand vous viendrez à Paris pour ceux qui peuvent venir. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, vous envoyez sinon directement à Ali. Apparemment pas sur son mail actuellement parce que je ne sais pas pourquoi il veut pas nos messages. Mais je ne sais pas sur quelle adresse c'était. Je crois que c'était sur celle de la méthode Sylvain en plus. Mais, oui, justement, c'est Lee.Pasco à la méthode Sylvain. Ouais. Juste dans les 2 dernières semaines, il y a des gens qui ont des retours. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ouais. Je vais voir justement avec un webmaster pour voir s'il peut trouver pourquoi. Ouais, ça peut être intéressant. Et puis sinon, contactez-la, elle a plein de mails, hein, vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Merci à vous. Ciao.